depuis son cockpit. Donc ça c'est censé rassurer tout le monde. En fait, la ligne de Donald Trump, elle est double. En fait, il y a un double récit. À la fois un récit effectivement adressé à la base électorale de la base MAGA, donc ce courant populaire aux États-Unis, notamment au sein des républicains, qui effectivement est contre l'idée d'intervenir davantage au Moyen-Orient, etc. Donc il doit rassurer ces gens-là, ça c'est un premier point. Mais il y a aussi une logique de contestation du récit médiatique imposé par la dominante. Il faut quand même rappeler que Donald Trump a été élu par 2 fois, en 2016 et en 2024, contre ce qu'il appelle l'establishment et contre l'État profond de cette façon, et contre aussi l'appareil médiatique, puisque beaucoup de médias aux États-Unis ont été contre, contre sa dynamique de campagne. Et donc face à cela, il est obligé d'avoir une ligne qui est à la fois double, donc faire de l'adhésion auprès de sa base pour la rassurer, mais également contester le discours du coup officiel prôné par les médias qui sont contre lui. Et donc cela, il le fait chiffres à l'appui, données à l'appui, et également avec des sources militaires, puisque les sources militaires sont par définition incontestables aux États-Unis, compte tenu du poids politique qu'a la CIA ou qu'a l'armée américaine dans le débat public. Personne ne contesterait les experts militaires aux États-Unis. Déjà, personne ne conteste les experts militaires tout court, mais davantage quand on est aux États-Unis, un pays qui a quand même une culture militaire bien ancrée au sein de sa population. Yohann Usaï, on était quand même à 2 doigts là. Je reviens sur les médias. Dans ce cas. Alors, tout dépend de comment vous faites tomber le régime. Vous êtes dans cette logique. Mais effectivement, et il y en a raison de le rappeler, et une partie des Israéliens pensent cela, et ils ont raison de le penser, parce que le régime iranien n'a jamais été aussi faible que depuis 1979. C'était le moment de battre le feu. Exactement, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, d'un point de vue militaire, d'un point de vue offensif, le bras armé de l'Iran face à Israël, c'est cette fameuse arc chiite qu'ils ont constitué depuis les années 80-90. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc. La Syrie de Bachar el-Assad. Et on voit bien que sur l'ensemble des points, que ce soit, à part peut-être les Houthis, mais sur le Hamas, le Hezbollah et également la Syrie, l'arc chiite est complètement dévasté. D'un point de vue militaire, toujours dessus, sur le plan défensif, le ciel iranien est complètement à nu, que ce soit pour Israël ou pour les États-Unis, depuis ce qui s'est passé il y a 12 jours. Deuxième élément ensuite, notamment, donc là on passe sur le plan économique. Sur le plan économique, je suis désolé, mais le régime iranien est complètement à la rue. Il est dans la pire situation économique possible. La croissance est excessivement faible. Selon le FMI, elle devrait être de moins 1%. Et pourtant, l'inflation prévue en 2025 est de plus 44%. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'imaginent à peu près ce que c'est qu'une inflation à 44% quand vous n'avez aucune croissance économique. Ça veut dire que chaque semaine, les Iraniens s'appauvrissent d'une manière énorme. Et donc, quelle est la conséquence de tout cela? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le régime n'est plus crédible sur le plan militaire et n'est plus crédible sur le plan économique, alors effectivement, du point de vue de l'opinion publique, la gronde populaire est forte et il y a des mouvements sociaux de fait en Iran. Et donc, c'est pour cela qu'une partie des Israéliens pensent cela, et ils ont raison de le penser, parce que le régime aujourd'hui ne tient à pas grand-chose. Pour vous, il est vulnérable parce qu'il y a un ras-le-bol social. Exactement, derrière. pas que par une intervention extérieure américaine ou israélienne. Les mouvements sociaux, compte tenu de la répression, vont être plus difficiles à engager. Parce que là, vous semblez dire que le régime peut s'effondrer de l'intérieur. En tout cas, pourrait s'effondrer de l'intérieur. Alors, tout dépend de comment vous faites tomber le régime. Vous êtes dans cette logique. Mais effectivement, et il y en a raison de le rappeler, et une partie des Israéliens pensent cela, et ils ont raison de le penser, parce que le régime iranien n'a jamais été aussi faible que depuis 1979. C'était le moment de battre le feu. Exactement, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, d'un point de vue militaire, d'un point de vue offensif, le bras armé de l'Iran face à Israël, c'est cette fameuse arc chiite qu'ils ont constitué depuis les années 80-90. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc. La Syrie de Bachar el-Assad. Et on voit bien que sur l'ensemble des points, que ce soit, à part peut-être les Houthis, mais sur le Hamas, le Hezbollah et également la Syrie, l'arc chiite est complètement dévasté. D'un point de vue militaire, toujours dessus, sur le plan défensif, le ciel iranien est complètement à nu, que ce soit pour Israël ou pour les États-Unis, depuis ce qui s'est passé il y a 12 jours. Deuxième élément ensuite, notamment, donc là on passe sur le plan économique. Sur le plan économique, je suis désolé, mais le régime iranien est complètement à la rue. Il est dans la pire situation économique possible. La croissance est excessivement faible. Selon le FMI, elle devrait être de moins 1%. Et pourtant, l'inflation prévue en 2025 est de plus 44%. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'imaginent à peu près ce que c'est qu'une inflation à 44% quand vous n'avez aucune croissance économique. Ça veut dire que chaque semaine, les Iraniens s'appauvrissent d'une manière énorme. Et donc, quelle est la conséquence de tout cela? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le régime n'est plus crédible sur le plan militaire et n'est plus crédible sur le plan économique, alors effectivement, du point de vue de l'opinion publique, la gronde populaire est forte et il y a des mouvements sociaux de fait en Iran. Et donc, c'est pour cela qu'une partie des Israéliens pensent cela, et ils ont raison de le penser, parce que le régime aujourd'hui ne tient à pas grand-chose. Pour vous, il est vulnérable parce qu'il y a un ras-le-bol social. Exactement, derrière. pas que par une intervention
intervention extérieure américaine ou israélienne. Les mouvements sociaux, compte tenu de la répression, vont être plus difficiles à engager. Parce que là, vous semblez dire que le régime peut s'effondrer de l'intérieur. En tout cas, pourrait s'effondrer de l'intérieur. C'est l'hypothèse aujourd'hui qui est... Pour vous, Clément Vincent, c'est là pour aller plus loin. Donald Trump, il n'en veut pas parce qu'il est soumis à des contraintes, considérations internes. Mathieu Hoc. Oui, en effet, parce qu'une partie de son électorat, de toute façon, est contre la guerre au Moyen-Orient. Et surtout, c'est que Donald Trump a émergé au sein du parti Les Républicains en 2015-2016 sur cette ligne-là, plus isolationniste, moins interventionniste, en comparaison avec la ligne traditionnelle des Républicains qui était portée par les faucons néoconservateurs, et notamment George W. Bush, avec les interventions en Afghanistan et en Irak, et prolongées, on va dire, d'une certaine façon, en Libye. Mais ces deux récits-là qui se sont affrontés au sein des Républicains, Donald Trump l'a emporté, puisque justement maintenant, au sein des Républicains, au sein notamment du mouvement MAGA, Make America Great Again, on a de moins en moins de gens qui sont sur la ligne précédente de George W. Bush. Désormais, les républicains américains sont davantage sur cette ligne de Donald Trump. Et donc, effectivement, une partie d'entre eux ne comprenaient pas au début de l'attaque, notamment des sites nucléaires iraniens, pourquoi aujourd'hui Donald Trump, qui s'est fait homme de paix au Moyen-Orient, devient, on va dire, celui qui lance les hostilités à l'encontre de l'Iran. Mais il faut rappeler à ces gens-là aussi qu'aujourd'hui, ce n'est pas neutre que de le dire, c'est que Israël, parce que c'était aussi de ça dont il s'agissait, c'était de soutenir Israël à détruire l'arsenal nucléaire iranien. Israël se bat pour sa survie au Moyen-Orient. On est là complètement et loin de la logique de 2003 où c'était plutôt une attaque, voire une agression des États-Unis sur des régimes comme le régime irakien, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui me paraît tout à fait différent. Pour comprendre la psyché américaine quand même, ce qui fait qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte, radioactif aussitôt après. Oui, alors après, est-ce que justement cet uranium enrichi était sous terre, etc. Donc ça, moi, je ne peux pas me prononcer, on n'est pas expert en radiologie pour pouvoir le dire. C'est beaucoup. Mais c'est vrai qu'a priori, oui, on peut se dire que s'il n'y a pas aujourd'hui de radiation dans la zone, peut-être que ce n'a pas été le cas, etc. Mais Donald Trump, déjà, hérite quand même d'une situation politique aux États-Unis où la parole américaine au Moyen-Orient est quand même très, très fortement mise en doute. On se souvient quand même en 2003, les fameuses armes de destruction massive du régime de Saddam Hussein qui n'existaient pas. Donc il y a quand même un passif entre les États-Unis et la région du monde arabe, qui font que justement on a tendance à se méfier. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, comme Donald Trump doit restaurer une certaine crédibilité de son image, notamment politique et à l'international, parce qu'effectivement il souffle le chaud et le froid avec ses adversaires, avec ses ennemis, mais également avec ses partenaires. Alors on peut considérer que cette information-là, qui est l'information capitale de la journée, c'est pour cela, moi je pense que c'est Donald Trump qui l'a donnée, c'est parce qu'il voulait se réserver l'information la plus capitale, me semble-t-il, qui est aujourd'hui l'objectif même de cette opération militaire qu'a menée les États-Unis depuis 12 jours, enfin il y a une dizaine de jours. Si c'était le cas, il aurait pu la donner avant la conférence de presse. Oui, ou alors c'est qu'elle a peut-être été mise du temps à être confirmée, mais en l'occurrence, ça ne m'étonne pas que cette information-là d'une telle nature, considérant la communication de Donald Trump, puisse être délivrée par Donald Trump lui-même, même si c'est effectivement pas le protocole diplomatique ou le protocole des services militaires. Alors, il semblerait que ce ne soit pas sur à se réduire à quelques déclarations d'intention côté américain et iranien. Donald Trump va aménager Benjamin Netanyahou, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et l'intérêt de Donald Trump, c'est d'avoir un deal. Et c'est pour cela qu'il a utilisé sa méthode, qui est la méthode qu'il utilise toujours, frapper fort pour contraindre l'adversaire à négocier. C'est ce qu'il a fait avec la Colombie, comme je le disais. Les Colombiens ne voulaient pas récupérer leurs clandestins au QTF. Eh bien, droit de douane, il les récupère. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec la Chine. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Et là, il pense que, comme l'Iran est très faible, actuellement, il va pouvoir réussir à parvenir à pouvoir conclure un deal avec l'Iran. Et puis après, peut-être par rapport au dernier point, sur la question de la succession, se pose quand même... Enfin, moi, je pense que le Shah d'Iran aujourd'hui, enfin le fils du Shah d'Iran, est actuellement le seul qui peut incarner l'opposition au Mollah. Bon, on n'a pas fini d'en parler, ça ne fait que commencer.